La salle de conférence sentait le cirage au citron et le vieux papier. Quelqu'un avait trop ouvert une fenêtre, et le vent tapait doucement contre les stores, comme s'il voulait entrer. J'étais assise au bout de la table, près d'une carafe d'eau que personne n'avait touchée. En face de moi se trouvait mon petit frère, Zachary Brooks, 29 ans, fraîchement rasé, portant un costume mal ajusté mais qui semblait cher. Il jetait un coup d'œil à son reflet dans l'écran noir de la télévision éteinte, ajustant sa cravate comme s'il s'agissait d'un entretien d'embauche. Nos parents étaient assis à côté de lui, Margaret et Tom Brooks, la soixantaine bien entamée, les yeux fatigués mais apprêtés pour l'occasion. Ma mère tapotait la main de Zach sans cesse. Mon père restait silencieux, comme toujours lorsqu'il ne contrôlait pas la situation. À la tête de la table se tenait Graham Whitmore, l'avocat chargé de la succession de notre grand-mère, plus âgée que nos deux parents, les cheveux argentés peignés soigneusement en arrière, la voix grave mais adoucie par le temps. Il connaissait grand-mère Margot depuis plus de 40 ans, et l'appelait « la seule cliente à m'avoir corrigé ma grammaire ». C'était la lecture du testament. Margot Chin, notre grand-mère, était décédée 2 semaines auparavant. Elle avait 78 ans, discrète, brillante, et économe jusqu'à l'os. Le genre de femme qui découpait des bons de réduction, portait encore des cardigans de 1991, et avait pourtant payé l'intégralité de mes études universitaires sans jamais en parler à mes parents. Nous supposions tous que la maison, les économies, ce qu'il en restait irait à Zach. Il en avait plus besoin. C'était toujours comme ça, dans l'histoire. Graham lut le préambule juridique d'une voix rodée, puis arriva la phrase qui vida l'air de la pièce. À mon petit-fils, Zachary Brooks, je lègue ma résidence principale sur Hamilton Drive, ma Toyota Camry de 2007, ainsi que les fonds de mon compte d'épargne personnelle se terminant par 3482. Ma mère expira bruyamment, comme si elle retenait son souffle depuis des jours. Zach sourit, pas avec arrogance, juste soulagé. Il se laissa légèrement aller contre le dossier de sa chaise, comme si la vie venait enfin de lui faire un cadeau. Puis vint mon tour. Graham ajusta ses lunettes. À ma petite fille, Helena Brooks. Il marqua une pause trop longue. Je lègue $1 américain et mon amour éternel. C'était tout. Pas de pause ensuite, pas d'explication, pas de clause spéciale. Quelqu'un ricana, trop fort pour que ce soit accidentel. Je pense que c'était l'un des cousins sur Zoom, ou peut-être Zach. Je ne me retournai pas pour voir. Ma mère émit un petit bruit dédaigneux et posa de nouveau la main sur le bras de Zach. Elle n'a jamais eu besoin de grand-chose, dit-elle, juste assez fort pour être entendue. Personne ne me regarda. Graham poursuivit, d'autres clauses juridiques, quelque chose au sujet du mobilier de jardin. Je n'arrivais plus à me concentrer. Je fixais le seul trombone sur le dossier devant moi, doré, du genre que grand-mère Margot achetait toujours en gros. À la fin de la réunion, Zach serra la main de Graham comme un homme acceptant une promotion. Mon père le remercia. Ma mère demanda où seraient envoyés les papiers de propriété. Je me levai et sortis avant qu'il ne fasse semblant de me dire au revoir. Dehors, le vent s'était levé. Le ciel avait pris ce gris doux juste avant la pluie. Dans mon sac, je portais encore la carte de remerciement que grand-mère m'avait écrite 6 mois plus tôt, pliée tant de fois qu'elle était à peine lisible. Ne les laisse jamais confondre silence et absence, ma chérie. Les gens discrets portent les vérités les plus fortes. 3 jours passèrent. Je ne répondis à aucun message de la famille, pas qu'il y en ait eu beaucoup. Un seul de ma mère, bref. J'espère que tu n'es pas fâchée. Tu as toujours été si indépendante. Encore ce mot. Le 4e matin, j'étais dans la cuisine, remuant un porridge que je ne voulais pas, lorsque mon téléphone sonna. Graham Whitmore, son nom paraissait trop formel sur l'écran, comme si l'appel allait l'être aussi. Je décrochai à la 3e sonnerie. Mademoiselle Brooks, commença-t-il, puis il s'éclaircit la gorge. Helena, j'espérais que vous pourriez passer au cabinet. Il y a un sujet à part que votre grand-mère m'a demandé de traiter uniquement avec vous. Je ne demandais pas pourquoi. Je ne dis rien pendant une seconde de trop. Quel genre de sujet? Part inclus dans le testament public, dit-il. Elle a laissé des instructions très précises. Cela ne prendra pas longtemps. Son bureau était plus frais que la dernière fois. Les mêmes fauteuils en cuir, le même silence qui collait au mur. Graham se leva quand j'entrai, comme si j'étais Margot elle-même et non sa petite fille. Il ne proposa pas de café, me fit seulement signe de m'asseoir, puis verrouilla la porte derrière nous. Ce petit bruit métallique fit quelque chose bouger dans ma poitrine. Il sortit une petite enveloppe ignifuge d'un tiroir fermé à clé.
Mon nom était inscrit dessus, de la main de Margot, écriture carrée, lente, appliquée. Elle m'a dit de vous la remettre en personne, dit-il en la déposant doucement, et seulement si vous veniez seul. Je ne la touchai pas tout de suite. Je la fixai, comme si elle risquait de disparaître si je clignais des yeux. Elle a préparé cela il y a près de 4 ans, ajouta Graham. Elle la relisait chaque année, sans jamais changer un mot. Je finis par tendre la main vers l'enveloppe. Le papier était plus épais que je ne l'avais imaginé. Prenez votre temps, dit-il, puis il sortit de la pièce. Il n'avait pas besoin de dire « cela change tout ». Le silence l'avait déjà dit pour lui. Je brisai le sceau lentement, avec précaution, pour ne pas abîmer son écriture. À l'intérieur se trouvait une seule feuille, écrite à la main, sans rature, sans hésitation. Je la dépliai des 2 mains, comme on ouvrirait quelque chose de sacré. Helena. Si tu lis ceci, alors j'ai déjà déçu certaines personnes, et enfin fait confiance à celle qui ne m'a jamais rien demandé. Je cessai de respirer un instant. Sa voix me revint, pas celle de ces derniers jours, mais celle qu'elle avait dans la cuisine, un œil sur les casseroles et l'autre sur la météo. Tu écoutais toujours quand personne d'autre ne le faisait. Tu te souvenais de quel interrupteur coinçait. Tu as appris à faire une pâte à tarte avec tes mains, pas avec une machine. Je me rappelais le soleil passant par la fenêtre latérale, elle me montrant comment presser la pâte sans l'aplatir trop. Elle disait toujours. Les gens précipitent les choses quand ils ne font pas confiance aux résultats. À 23 ans, je suis partie vivre à Genève. J'ai dit à la famille que j'étais traductrice. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je traduisais des rapports financiers pour des gens qui n'utilisaient jamais leur vrai nom. Je clignais des yeux. Genève avait toujours été floue dans ses histoires, une ville faite de neige et d'écharpes douces. J'ai appris très tôt que ceux qui font du bruit gaspillent souvent leur argent. Alors j'ai fait l'inverse. J'ai observé. J'ai investi. J'ai gardé les comptes discrets. Je pouvais presque voir son bureau, le bois usé sur un côté, le grand registre en cuir qu'elle ne laissait personne ouvrir. Le compte en Suisse contient désormais environ 4,2 millions. Tu es l'unique bénéficiaire. Je cessai de lire, laissant le chiffre reposer là sans qu'il s'ancre, simplement sans bouger. Vous ne trouverez jamais ce montant dans aucun des documents de la lecture du testament de la semaine dernière. L'argent est détenu dans un trust que j'ai créé en dehors de la succession, pour une raison qu'il ne comprendrait pas. Il dirait que vous n'avez besoin de rien, mais je vous l'ai vu donner quand personne ne vous rendait l'appareil. Je vous l'ai vu travailler, vous effacer pour préserver la paix. J'expirai sans m'en rendre compte, retenant encore mon souffle. Elle avait tout vu tout sans jamais dire un mot. Tu n'as jamais été invisible, Helena. Ils ont simplement regardé avec de mauvais yeux. En bas de la page figurait sa signature, Margot Chin, toujours soignée, toujours fière. En dessous, une ligne écrite plus doucement, presque comme un après-coup. Laisse cet argent faire pour les autres ce que tu as toujours fait en silence, créer de l'espace. Je repliai la lettre selon les plis, non pas parce que j'en avais fini, mais parce que je n'étais pas prête à la relire. La pièce était restée vide, silencieuse, mais je ne me sentais pas seule. Je me rendis à ma voiture, la lettre toujours dans ma main, je ne la mis pas dans mon sac, ne la replantai plus, je la tenais simplement, repliée et silencieuse, comme si elle conservait encore la chaleur de ses mains. Le soleil brillait, mais le ciel avait ce ton terne, surexposé, celui qui donne l'impression que tout est plus lointain qu'il ne l'est. Je montai dans l'auto, fermai la portière et laissai le silence s'installer. Pas de radio, pas de moteur, juste l'air. Mes mains reposaient sur le volant. Je ne pleurais pas, du moins pas au début. Je me disais que c'était juste beaucoup à digérer, que ça n'avait pas vraiment d'importance, que j'allais bien. Mais le deuil ne se soucie pas de la logique. Il s'installe quand ta garde est basse, quand il n'y a plus personne à impressionner, plus personne à qui se défendre. Je saisis mon téléphone, ouvris le contact, maman. Mon pouce survola le bouton d'appel, puis je le reposai. Que pourrais-je dire? Que la femme qu'il croyait avare les avait surpassés tous par sa grâce et sa clairvoyance? Que leur fille, celle qui se débrouillait toujours, avait hérité de plus qu'il ne pouvait l'imaginer? Non. Ce n'était pas cette partie qui faisait mal. Ce qui m'a fait mal, c'est ça, ils ne m'avaient même pas regardé ce jour-là. Pas vraiment. Ils avaient regardé à travers moi, au-delà de moi, autour de moi, comme si j'étais une personne dont on n'avait pas à se soucier. Et je les avais laissés faire. Jusque-là. 2 semaines plus tard, je pris l'avion pour Genève. Personne n'était au courant. Je n'ai publié aucune photo, je n'ai envoyé aucun message depuis l'avion. Il faisait froid à mon arrivée, un froid pénétrant,
indifférent à ton statut de passagère. Le ciel était bas et gris, mais les rues immaculées, comme des secrets bien gardés. L'édifice se trouvait dans une rue paisible, sans enseigne, juste une plaque en laiton, bonque, étien et fil, gravée si discrètement qu'elle se fondait presque dans la pierre. À l'intérieur, tout sentait le cuir et l'hiver. Une réceptionniste d'une 60aine d'années m'accueillit par mon nom, son sourire était discret mais chaleureux, comme ceux de ceux qui en savent déjà plus que toi. Elle me conduisit à travers 2 portes vitrées, puis le long d'un couloir étroit où aucun pas ne semblait avoir laissé de traces. Dans le dernier bureau, un homme en costume marine, ses lunettes glissées dans le col de sa chemise, fin soixantaine, yeux toujours perçants, m'attendait. « Mademoiselle Brox », dit-il en tendant la main. « Votre grand-mère était une femme remarquable. » Il s'appelait Henri Morurel. Il avait travaillé aux côtés de Margot pendant près de 30 ans. Il n'utilisait pas le mot « cliente », il dit qu'elle orchestrait, son argent comme un restaurateur manie ses tableaux, délibérément et jamais avec ego. Je pris place sur la même chaise qu'elle avait probablement occupée un jour. Henri ouvrit un folio noir. Dedans, des documents soigneusement présentés, des notes manuscrites, des journaux d'investissement remontant à 1989. Et puis une page simplement intitulée « The Hat Fund ». Nommé d'après votre 2e prénom, j'imagine, dit-il. Je hochai la tête, même si je ne l'avais jamais su. Helena Hart Brox, un prénom que Margot avait aidé mes parents à choisir. Le solde du compte clignotait sur la page, 4 241 857 $. Aligné proprement, sans centimes superflus. Mais ce n'était pas le chiffre qui m'a coupé le souffle, c'était la liste des clauses de répartition. Pensez avec soin, limité, intentionnel, des fonds destinés à des programmes de sensibilisation financière pour mères célibataires, des microcrédits pour femmes recommençant après 50 ans, une aide d'urgence pour aidants familiaux âgés. À côté de chaque clause, une note manuscrite de Margot, femme comme moi, femme comme Helena, femme qu'on oublie. Je ne pleurais pas, du moins pas là, mais quelque chose en moi s'adoucit. Non pas parce que je me sentais devenue riche, mais parce que, pour une fois, je ne me sentais plus invisible. Henri m'observa longuement. Elle aurait pu dépenser tout ça. Elle aurait pu le cacher. Mais elle croyait au pouvoir du silence, que les choses longtemps tranquilles finissent par grandir. Il referma le folio et le glissa vers moi. Il est à vous maintenant, mais elle vous a laissé un plan. Et honnêtement, je crois qu'elle savait que vous en feriez plus que la plupart. Je quittai la banque peu avant le crépuscule. Genève était pâle et dorée, baignée dans la lumière du lac. L'air était chargé d'odeurs de pain et d'un soupçon de pain. Je me tenais à l'angle de la rue face à l'eau, la lettre encore dans mon manteau, le folio dans mon sac. Ni fête, ni champagne, juste la discrète ivresse de la confiance. L'invitation arriva par texto de groupe. Pendaison de crémaillère chez Zach. Venez voir les améliorations. Construction de maison article de fête. Pas de ponctuation de la part de notre mère, juste des émojis et une épingle de lieu. Je fixai l'écran 1 minute, puis posai le téléphone écran contre le plan de travail. Je n'avais parlé à aucun d'eux depuis la lecture du testament, mais quelque chose en moi avait besoin d'y aller, pas pour être vu, mais pour voir. La nouvelle maison de Zach était l'ancienne maison de notre grand-mère. Les mêmes volets, la même véranda, mais agrémentée désormais de guirlandes lumineuses et d'une enceinte Bluetooth près de la porte. L'air sentait les bougies achetées en magasin et les amuse-bouches passées au micro-ondes. Je rentrai sans frapper. Personne ne le remarqua au début. Notre mère arrangeait des dés de fromage autour de l'îlot. Notre père tenait un verre et riait à une répartie de Zach. Il semblait plus léger, ce genre de légèreté qu'on respire seulement quand on t'offre ce que tu n'as pas mérité. Quand ma mère me vit, un sourire surpris se dessina sur son visage, ce genre de surprise polie qu'on arbore quand on ne sait pas très bien comment t'accueillir. « Helena. Tu es venue. Comment ça va ?» Sa voix avait cette note aiguë, comme si elle essayait de couvrir quelque chose. « Occupée, répondis-je. » Elle hocha la tête, sans demander, « Occupée par quoi ?» Puis revint sa formule automatique. « Tu as toujours été si indépendante. Je suis sûre que tout va bien pour toi. » Je souris, sans exagération. Je sortis de mon sac une petite photo dans un cadre argenté, Margot devant la Banque de Genève, dans son manteau gris, tenant son sac à main à 2 mains, comme sur toutes ses photos. Je la posai doucement sur la table d'appoint à côté de la bougie parfumée et d'un tas de magazines d'immobilier. Personne ne l'aperçut sur le moment. Je ne dis rien, n'évoquai pas le trust, n'expliquai pas la photo, ne fis aucune mise à jour. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent.
Et quand Zach porta un toast à la famille qui a cru en lui, je sortis. L'air était plus froid que dans mes souvenirs. Je fermai mon manteau, sans me retourner. Le bureau n'avait rien d'exceptionnel, 2 pièces au-dessus d'une laverie automatique, une fenêtre qui se coinçait quand il pleuvait, une moquette beige qu'on avait essayé de rendre intentionnelle, avec un tapis. Mais sur la porte, il y avait mon nom, Chin Art Financial. Chin pour Margot, Art pour le deuxième prénom qu'elle m'avait donné, même si personne dans ma famille ne l'avait jamais utilisé. Il préférait les prénoms simples, ceux qui ont des bords, qu'on peut saisir fermement. Je n'avais parlé à personne de ma famille de cette entreprise. Pas par rancune, il n'y avait simplement pas de place, dans leur vision du monde, pour comprendre ce que je faisais. Et peut-être que c'était ça, justement, le sens. La première personne que j'ai aidée s'appelait Lorraine, 61 ans, récemment veuve, à 5 ans de la retraite, noyée dans les dettes médicales de son défunt mari. Elle a pleuré dans mon bureau en réalisant qu'elle n'avait pas besoin de vendre sa voiture. Elle m'a dit que c'était la première fois que quelqu'un lui montrait un tableau Excel qu'elle comprenait. La seconde, c'était Camille, une ancienne serveuse qui avait élevé 2 garçons seuls et n'avait jamais ouvert un compte épargne parce que, comme elle disait, quelle épargne? On a commencé avec $30. 6 mois plus tard, elle avait $1100 de côté et une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis 1998. Je ne prenais pas de photos, ne publiais aucun témoignage, aucune transformation, avant-après. Ce n'était pas du marketing. C'était ce qui se passe en silence, quand personne ne vous demande de faire vos preuves. Je gardais la lettre de Margot dans un tiroir de mon bureau. Certains jours, quand l'espace me semblait trop petit ou que les progrès étaient trop lents, je relisais le dernier paragraphe. Que cela aide celles qui te ressemblent, les filles silencieuses que personne ne pense à regarder. Ça n'a jamais été seulement une question d'argent. Il s'agissait d'offrir du choix, du temps, et un chemin à suivre sans avoir à demander la permission. Un soir, après le départ de tout le monde, je me suis tenue près de la fenêtre du bureau à regarder les lumières de la laverie scintiller en bas. J'ai pensé à Margot, pliant son argent dans le silence, et à la façon dont personne ne lui avait jamais demandé pourquoi elle vivait ainsi. Ils avaient juste supposé. Je crois que c'est pour ça qu'elle m'a choisi, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'avais compris son besoin de ne pas être perçue comme quelqu'un dans le besoin. Les gens pensent toujours qu'un héritage est quelque chose de bruyant, une statue, une plaque, une aile d'hôpital. Mais parfois, c'est un tableau budgétaire expliqué lentement, un abonnement de bus payé, un appel tardif répondu sans jugement. Parfois, un héritage, c'est ce que personne n'applaudit. Et ça m'allait très bien. Une année passa. Le tapis du bureau se recourbait toujours dans un coin. La fenêtre coinçait encore quand il pleuvait. Mais le calendrier mural était rempli, des noms, des suivis, des deuxièmes chances écrites au crayon et lentement repassées à l'encre. Un vendredi après-midi, Lorraine est passée avec une carte de remerciement et un cake à la banane. Elle portait un rouge à lèvres qui n'allait pas tout à fait avec son pull et souriait comme quelqu'un qui avait réappris à respirer. Elle m'a tendu une feuille pliée, une lettre dactylographiée. C'est l'email que j'ai envoyé pour annuler le plan de paiement du collecteur de dettes, dit-elle. J'ai mis 3 essais avant d'appuyer sur « Envoyer », mais je l'ai fait. J'ai hoché la tête, sans dire grand-chose, laissant simplement le moment exister. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte. « Votre grand-mère, dit-elle, elle devait être quelqu'un. » J'ai regardé le cadre photo sur mon bureau, celui où Margot se tenait devant la Banque de Genève, portant son manteau gris et tenant son sac à 2 mains. « Elle l'est toujours », ai-je répondu. Plus tard dans la soirée, une fois tout le monde parti, j'ai sorti la carte que Margot m'avait écrite un jour, celle que j'avais apportée à la lecture du testament, trop souvent repliée. J'ai relu une dernière fois la dernière phrase, doucement, pour personne. Ne les laisse jamais confondre le silence avec l'absence, ma chérie. Les personnes silencieuses portent les vérités les plus fortes. J'ai souri, puis j'ai éteint la lumière et fermé la porte à clé derrière moi. Si tu as déjà été mise de côté parce qu'ils pensaient que tu n'avais pas besoin de plus, alors peut-être que tu comprends.